commence. Ouais, toi. Oui. Alors Guantanamo Kid, c'est donc une bande dessinée, ou un roman graphique comme on dit aujourd'hui, totalement basé sur des faits réels et basé sur le témoignage de Mohamed El Gorani. Mohamed El Gorani est un personnage donc, qui existe et qui a aujourd'hui 30 ans, mais qui, à l'âge de 13 ans, a quitté sa famille et son pays natal, l'Arabie Saoudite, parce que il avait envie d'une vie meilleure ailleurs, et que comme il est issu d'une communauté d'origine tchadienne, donc africaine, migrante ou immigrée en Arabie Saoudite, et qui n'a pas les mêmes droits que les citoyens saoudiens, il était notamment difficile de faire les études qu'il souhaitait faire, et donc il a fugué et il est parti donc à l'âge de 13 ans au Pakistan pour apprendre l'anglais. Et là, c'était en 2001, et pas de chance, juste après le 11 septembre 2001, il y a eu une série de rafles parmi la population étrangère au Pakistan pour plaire aux Américains. Les Pakistanais se sont mis à arrêter un grand nombre d'étrangers, dont Mohamed, et qu'ils ont vendu, on le sait aujourd'hui, aux Américains pour 5 000 $ par tête. Et c'est ainsi que Mohamed a été considéré comme un suspect d'intention ou de fait terroriste, sans la moindre enquête ou preuve, et s'est trouvé emprisonné à Guantanamo pendant 8 ans. Il a fini par en être libéré à l'âge de 21 ans, au bout de... grâce notamment au travail des avocats d'une organisation britannique qui s'appelle Reprieve, et qui l'ont choisi comme un de leurs cas prioritaires, notamment parce qu'il était l'un des rares mineurs, peut-être à un moment donné le plus jeune, détenu à Guantanamo. Et tout en étant mineur, non seulement il était un innocent traité comme un coupable, mais il était aussi un mineur traité comme un adulte. Il était aussi en plus l'un des rares noirs à Guantanamo. Et il avait déjà l'expérience du racisme en Arabie Saoudite, mais il l'a eu aussi à Guantanamo. Et voilà. Et donc l'histoire que nous racontons, c'est d'abord l'histoire de cet itinéraire d'abord d'un migrant qui cherche à construire son avenir, puis d'un innocent emprisonné à tort. Et enfin, on essaie de raconter un petit peu à la fin la difficulté qu'il peut y avoir à reconstruire sa vie quand on est passé par cette case Guantanamo, qui fait que malheureusement, sans forcément connaître votre histoire, beaucoup de gens de par le monde, y compris en Afrique où il a été transféré à sa libération, beaucoup de gens vous continuent à vous considérer comme un suspect malgré le fait que dans son cas il est aussi l'un des rares prisonniers à avoir eu droit à un procès, même s'il n'était pas présent. Mais ce procès l'a donc innocenté. Le procès a eu lieu où? Il a eu lieu à Washington DC, donc sur le sol américain. Oui. Mais Mohamed n'a pas eu le droit de se rendre sur le sol américain. Il n'aurait d'ailleurs sans doute pas le droit non plus aujourd'hui, malgré le fait qu'un juge fédéral, d'ailleurs pas considéré comme particulièrement clément, mais un juge considéré comme dur et plutôt droitier, a néanmoins considéré que, en termes de droit, il méritait d'être innocenté. Donc ce juge a vraiment fait la justice d'une manière impartiale. Et c'est évidemment quelque chose d'important parce que Guantanamo est une zone de non-droit et une zone où aujourd'hui encore le droit n'est pas respecté. Donc c'est aussi une histoire de droit et de non-droit. Et c'est aussi une histoire dont l'un des messages certainement est de dire que quel que soit le contexte, quels que soient les faits, quelle que soit la panique provoquée par certains faits plutôt que par d'autres, le droit, le nôtre, et ses principes doivent être respectés. Y compris dans des zones de non-droit comme Guantanamo. Normalement, ces zones ne devraient pas exister, oui, si le droit était appliqué. Mais elle existe toujours. Elle existe toujours, oui. Notamment parce que Obama, malgré une certaine bonne volonté, n'a pas réussi à la fermer. Il n'avait pas le pouvoir, la majorité, mais aussi surtout, les outils, peut-être même juridiques, pour sortir de cette absurdité, de cette impasse. Des contradictions, il est plus facile de Guantanamo et le nom. Il est plus facile de créer quelque chose d'absurde comme Guantanamo que de s'en libérer. Brève question, qu'est devenu ton héros? On le raconte aussi dans
la bande dessinée, même si à un moment on a dû tout simplement mettre un point final d'une vie qui continue à évoluer, à rencontrer des péripéties. Mais après sa libération de Guantanamo, ce qu'on raconte en bande dessinée à la fin, il a essayé de reconstruire sa vie au Tchad et il a vite compris que ce serait difficile et qu'il continuerait à la fois d'être traité par un suspect par l'appareil sécuritaire comme un suspect par l'appareil sécuritaire tchadien, mais aussi d'être considéré aussi, d'être traité comme une proie, quelqu'un qui peut, à cet appareil sécuritaire plutôt corrompu, qui peut rapporter éventuellement de l'argent dans certaines conditions. Donc il a continué d'expérimenter, de souffrir de cette réalité africaine, non seulement au Tchad, mais dans d'autres pays où il a essayé de s'enfuir ensuite. Il a été emprisonné au Tchad, malgré donc l'acte américain le déclarant innocent. Puis il a été emprisonné au Soudan, où il a essayé de fuir. Il a eu une petite parenthèse de quelques années assez heureuse au Ghana, mais là de nouveau, il a été emprisonné au Ghana, retransféré au Tchad. Aujourd'hui, il est au Nigeria et il essaie de reconstruire sa vie. On espère que d'une certaine manière, le livre va peut-être pouvoir y contribuer. Il est l'un des auteurs du livre, il a contribué non seulement en racontant son histoire, mais aussi en nous aidant tout simplement à être le plus vrai, le plus exact possible. Il a même parfois corrigé des textes et des dessins pour qu'il n'y ait pas la moindre erreur. Et donc il en est l'un des auteurs, et donc nous partageons les droits d'auteur avec lui, et on en est fiers, je crois. Et donc on espère qu'il va en toucher le plus possible. Raison de plus pour être nombreux à faire un succès à l'ouvrage. Voilà. Et par ailleurs, j'espère pouvoir lancer une petite collecte de fonds pour l'aider aujourd'hui à reconstruire sa vie au Nigeria, ou ailleurs, si un jour il arrive à obtenir l'asile ailleurs, ce qui est possible puisque le HCR l'a finalement reconnu comme un demandeur d'asile, donc ils vont peut-être essayer, je l'espère, de lui trouver un pays sûr, le pays le plus sûr possible. En tout cas, de toute façon, c'est quelqu'un aussi qui à Guantanamo a fait preuve d'une résilience extrême et d'une rébellion constante contre l'injustice et le système. Il a encore cette énergie incroyable, malgré le fait qu'il ait passé le tiers de sa vie en prison. Et donc, il est sans cesse en train de rebondir. L'histoire, il y a une petite postface à la fin de l'album qui se termine sur une note pas tout à fait optimiste, notamment du fait que à l'époque où j'ai dû mettre le point final pour qu'on envoie tout à l'impression, il était vraiment dans une mauvaise situation, il était dans la rue et il ne savait pas du tout ce qui pouvait lui arriver. Mais néanmoins, aujourd'hui ça va un petit peu mieux au Nigeria, et il a une maison, d'autres gens l'ont aidé aussi, d'autres ONG l'ont aidé aussi. Il a une maison et il a plein de projets, c'est toujours quelqu'un qui a plein de projets, donc là il espère faire un restaurant, et donc j'espère lancer une petite collecte de fonds pour aussi voir si on peut l'aider autrement que par l'album et un peu plus vite et efficacement. Voilà. On relaiera, on sera ravis de relayer alors qu'on ne le fait jamais. Y a-t-il des... Pourquoi au Tchad, il n'a pas le droit d'aller au Tchad? Il a le droit d'y aller, mais il était en prison. Il a été emprisonné 2 fois au Tchad, à chaque fois à sa sortie de l'avion. La première fois de manière, ça on le raconte dans l'album, j'ai pas envie de tout dévoiler, mais il y a eu visiblement... Faut lire le livre. Il y a visiblement eu un cafouillage au sein du régime tchadien. Administratif, quoi. Administratif ou de compétition entre différents pôles du pouvoir politique, probablement. Mais c'est aussi quelque chose que j'ai pu un peu mieux comprendre, au-delà de son témoignage, grâce à des documents qui ont été leakés par Wikileaks. On en publie quelques-uns, à la fois des documents là qui concernent plus directement Mohamed, mais Wikileaks a leaké des évaluations de détenus à Guantanamo par les militaires américains, qui montrent à quel point ils sont pas très forts comme enquêteurs, honnêtement, mais aussi Wikileaks a aussi leaké plus de 250 000 télégrammes diplomatiques américains, qui sont très intéressants à plus d'un titre, mais il y en a peut-être 5 ou 6 qui concernent Mohamed, et qui montrent à quel point, malgré le fait qu'une partie de l'administration américaine et les juges qui ont innocenté Mohamed ne le considèrent pas comme dangereux, l'ambassade américaine à N'Djamena a continué à le considérer comme un danger et un suspect. Les Américains sont très présents au Tchad. Et donc a pu établir visiblement des contacts, au point même d'avoir des documents tchadiens confidentiels avec une partie de l'appareil tchadien. Donc on peut penser que c'est cette alliance opportuniste et d'intérêts conjoints
entre ces deux parties de deux administrations alliées, mais néanmoins parfois un peu autonomes, qui ont fait que Mohamed s'est senti persécuté au Tchad légitimement, n'a jamais eu de papier au Tchad qui lui permettrait de refaire sa vie et de travailler, et donc n'a cessé de vouloir quitter ce pays, où il n'avait d'ailleurs jamais vécu avant. Oui, Un certain nombre de détenus de Guantanamo se sont retrouvés dans des pays qu'ils ne connaissaient pas, où ils n'avaient jamais vécu et où ils se sentaient pas forcément bien. Le cas un peu emblématique, c'est celui des musulmans chinois. Il y en avait une vingtaine à Guantanamo, qu'on voit aussi un peu brièvement dans la bande dessinée, parce qu'ils ont été à un moment, avant leur libération, détenus avec Mohamed et libérés à peu près au même moment. Et quelques-uns d'entre eux se sont retrouvés sur l'île de Palau, dans l'océan Pacifique, donc un univers assez différent de et très coupé de leur Chine natale. Donc voilà, en plus c'est une île qui va probablement être sous les eaux bientôt à cause du réchauffement climatique, donc c'est pas très cool pour les Ouïghours. Moi j'ai une question pour le dessinateur. Non mais quand il y a une histoire comme ça, etc., je voulais savoir justement qu'est-ce qu'on se dit en termes de dessin. Parce qu'on se dit, il ne faut pas qu'on soit dans un pathos atroce, il ne faut pas qu'on soit rebutant. Donc comment on raconte, en plus en noir et blanc, donc ce genre d'histoire par le dessin. C'est gentil de me poser la question, mais en fait, je pense que c'est l'éditrice qui a répondu à cette question en pensant que j'étais capable de dessiner ce livre. En fait, moi, j'ai pas un éventail j'ai pas un grand registre graphique à ma disposition. Je dessine comme ça. Alors, je peux faire en couleur, en noir et blanc, plus ou moins de détails, etc. Mais enfin, je dessine comme je dessine, et je pense que c'est vraiment l'éditrice qui s'est dit si on veut pas qu'il y ait trop de pathos, si on veut qu'on ait une certaine distance avec ces événements qui sont quand même sinon assez terrifiants, il faut un dessinateur voilà, qui a un dessin un peu synthétique, qui soit capable de mettre cette distance, et ça, il se trouve que je suis à peu près dans ce registre, donc oui, Jérôme avait fait auparavant des essais qui m'a montré avec d'autres dessinateurs qui étaient dans un graphisme beaucoup plus réaliste, influencé par le comics américain, et finalement ils avaient pris une page du livre où le dessinateur traitait la scène de manière extrêmement dramatique, très très dure, et moi c'est la scène où les détenus, pour se venger de leur garde, leur balancent des seaux d'excréments à la figure, et dans le cette mouche là. Elle est chiante cette mouche. Enfin, c'est à la droite participe au débat. Mais... Ouais, mais c'est la première fois. Elle est rentrée de je ne sais pas où. C'est peut-être une mouche espionne. C'est peut-être un drone, oui. Elle a un drone. Mais, et donc, cette page en question dans le livre, moi quand je la vois, elle est totalement. Elle est burlesque en fait. C'est plus que. Je l'ai traité sous une manière de gag, quoi. Parce que, en fait, je crois que c'est mon tempérament qui fait que quand je lis une scène, j'ai plutôt tendance à essayer d'attraper ce qui peut être drôle, ce qui peut être cocasse, ce qui peut faire une bonne scène pour de la BD, quoi. Donc voilà, ce qui fait que quand je dessinais ça et que je disais aux gens que je faisais une BD sur Guantanamo, ils me disaient mais ça va, c'est pas trop dur quand même, Guantanamo, tu dois faire les cauchemars la nuit. Je leur disais non, ça va pas très bien. Parce que j'y trouvais plutôt. Et puis Mohamed, ce personnage a une vitalité, un sens du combat qui fait que c'est lui qui tient le bouquin à lui tout seul, et que il t'a fait corriger des dessins, donc. Il nous a aidé sur certaines scènes. Il y a notamment un endroit qu'on n'arrivait pas à dessiner qui s'appelle le Psych Block. Il y a une case sur le Psych Block, c'est l'endroit où ils emmènent les détenus quand ils pètent un peu les plombs, et on trouvait pas la photo, quoi. Donc c'est Mohamed qui a fini par la trouver sur internet en se rappelant de l'endroit. Ouais. Donc oui, il nous a un peu aidé. Ouais, dans ce cas-là, il nous a donné de la doc, mais dans d'autres cas, par exemple, il nous a précisé que les photos sur lesquelles on se basait, elles avaient été plus ou moins mises en scène, ou elles correspondaient pas exactement au lieu, ou elles correspondaient pas exactement à la manière, par exemple, dont le régime carcéral était appliqué à l'époque où il était. Mais à une époque, elle correspondait à une époque où Obama avait adouci les conditions de détention. Donc voilà, il nous a aidé sur
des choses parfois très pointues, mais de manière assez constante en fait. Il a relu chaque page en fait. Et il est satisfait du résultat? Ben, je crois, il a l'air très content. Je crois qu'aussi, bon d'abord, en fait, il a été satisfait. Le premier moment, c'est quand je suis allé le voir au Tchad au milieu de l'année dernière, et où il avait... et donc la moitié des pages avaient été dessinées à ce moment-là, environ. Donc j'avais la moitié des pages sous le bras, et je voulais discuter de plusieurs choses avec lui, mais notamment lui montrer déjà directement, quoi, et non pas par internet, le dessin. Donc ma première angoisse, déjà, c'est que c'est pas forcément quelqu'un qui sait ce qu'est une bande dessinée. Et donc, même si on en avait discuté, je voulais voir si il accepterait le principe, et le principe du dessin même, et d'une histoire dessinée. Et s'il le lirait facilement, parce qu'une bande dessinée, lire une bande dessinée, c'est quelque chose qui s'apprend. Moi, je connais des gens qui savent pas forcément lire une bande dessinée, qui n'y sont pas familiers, qui ont du mal du coup avec les bandes dessinées. Donc du coup, et puis aussi, il y a aussi cette histoire dont on parle souvent ici, d'un rapport qui serait, je le dis bien au conditionnel, qui serait nécessairement délicat entre le dessin et l'islam. Et Mohamed est un musulman très pieux et rigoureux. Et en l'occurrence, il a tout de suite... D'abord, ce problème s'est pas du tout posé. Et là, j'ai quand même compris quelque chose, c'est que c'est pas le dessin en soi qui pose problème, c'est ce qu'il représente, ce qu'il raconte, et si c'est avec bienveillance ou au contraire volonté de blesser, c'est pas du tout la même chose. Et donc, il a tout de suite apprécié notre façon de raconter l'histoire, de représenter lui-même, sa propre représentation, ce qui n'est pas non plus quelque chose de très facile à accepter, d'être représenté de manière dessinée. Et donc j'ai vraiment été à la fois soulagé mais très heureux que ça lui plaise. Et après je pense qu'il est aussi très content que son histoire soit racontée, parce que ça c'est quelque chose qu'il voulait dès le départ. On en avait parlé la première fois quand on s'était rencontrés en 2010, il voulait que son histoire soit racontée, et il voulait qu'elle soit racontée à un public qu'il imaginait comme vaste, international, peu importe sa culture d'origine, donc quelque chose d'un peu universel, et aussi un public jeune. Il voulait que ce soit raconté à des gens qui aient son âge quand il était en prison, donc des adolescents et de jeunes gens. Et ça, il a compris, et je pense que c'est plutôt une bonne idée, que la bande dessinée, c'est un langage qui peut effectivement toucher des jeunes gens, et c'est un langage aussi qui a quelque chose d'assez universel. Et j'espère beaucoup pour lui surtout que le livre sera traduit en anglais, parce que lui, sa langue, ou une de ses langues principales aujourd'hui, c'est l'anglais, qu'il parle très bien parce qu'il l'a appris à Guantanamo, avec d'autres prisonniers, mais aussi avec des gardes. Certains gardes étaient plutôt sympas. Il a aussi appris des gros mots, mais et des injures, mais il a aussi appris des choses plus amicales. Et donc cet anglais, pour lui, c'est à la fois la garantie que lui-même puisse lire, si c'est traduit en anglais, que lui-même puisse lire tout à fait l'album. Quand je lui ai lu les pages qui avaient été faites, c'est moi qui lui traduisais. Il est de quelle région du Tchad à l'origine? Il est du nord du Tchad, mais lui est né en Arabie Saoudite. Mais il est né en Arabie Saoudite, ouais. D'accord. Et donc l'anglais... Ses parents étaient déjà expatriés. Ses grands-parents. Ses grands-parents. Mais ils ne sont pas reconnus comme citoyens. Donc surtout, l'anglais, c'est aussi la garantie pour lui de pouvoir s'adresser directement, notamment aux Américains. Parce que c'est quelqu'un d'intelligent qui fait bien la distinction entre le gouvernement Bush et le peuple américain. Il sait très bien que certes, les États-Unis sont une démocratie plus ou moins représentative, mais ce n'est pas forcément l'ensemble des Américains qui sont responsables des malheurs qui lui sont arrivés. Et ça, évidemment, c'est quelqu'un d'assez fin et d'intelligent, donc il comprend très bien toutes ces nuances-là. Et donc le livre va opérer la médiation nécessaire, en espérant que cette vidéo va y contribuer. En tout cas, en partie, elle ne pourra faire que du bien. Et sait-on combien de prisonniers sont passés là-bas à Guantanamo? Ouais. Il y a eu environ 800 prisonniers à Guantanamo. 800. Et aujourd'hui, la plupart ont été libérés ou transférés. Mais ce qui est à la fois la preuve que la prison ne convient pas, mais aussi la preuve que beaucoup étaient soit innocents, comme Mohamed, soit qu'on n'avait quand même pas grand-chose à leur reprocher. En tout cas, rien qui justifie des détentions qui ont quand même été parfois très longues. Certains ont été libérés très récemment, y compris un des personnages
qui est un des personnages secondaires importants de notre bande dessinée, Shaker Amer, qui est un résident britannique et qui était le grand ami de Mohamed, qui a vraiment été un peu le papa de Mohamed aussi dans cette prison, où il a constamment pris soin de ce jeune homme, alors que Shaker lui-même n'a pas beaucoup pris soin de lui, puisqu'il a été un des grands leaders, notamment des grèves de la faim très longues et très tendues qu'il y a pu avoir à Guantanamo. Et donc lui, il a été libéré, mais récemment, au bout de 13 ans, grâce au travail des mêmes avocats. Et donc une détention vraiment très longue pour lui. Il y a eu des gens condamnés pour des actes vraiment terroristes ou... Il y a des gens à Guantanamo, Ouais. Mohamed en a lui-même côtoyé, Ouais. qui sont connus comme étant de vrais terroristes. Il y a des gens qui ont été... Combien on sait un peu Aujourd'hui, il y a une quarantaine de gens à Guantanamo. Je ne connais pas tous les dossiers, mais on peut supposer que ces 40-là sont difficiles que l'administration, y compris l'administration Obama, avait du mal à décider de leur sort, hein, notamment du fait qu'ils aient été directement impliqués. Donc il y a eu des responsables d'Al-Qaïda de haut niveau à Guantanamo. Et certains y sont toujours. Mais ceci dit, ils ont d'ailleurs été aussi traités d'une manière tout à fait illégale et torturés, sans que ça ait contribué le moins du monde à en savoir plus ou à arrêter d'autres suspects parce qu'il y a sur la torture, hein, et c'est pas une spécificité américaine, c'est aussi quelque chose qui a été discuté notamment au moment de la guerre d'Algérie. Il y a cette idée qu'en tuant les gens, on peut par exemple déjouer des attentats. Et ça, c'est une théorie, mais qui n'est pas du tout prouvée par les faits. Rien ne prouve que la torture aide à connaître la vérité et à prévenir des attentats. Ce que prouve au contraire certains cas de Guantanamo, c'est que au contraire, elle a très clairement, elle a probablement même poussé des innocents qui ont été emprisonnés à devenir. En particulier, il y avait beaucoup d'Afghans. Et il y a aujourd'hui des Afghans libérés de Guantanamo qui d'ailleurs ont dit publiquement qu'eux, ils n'avaient rien contre les Américains au départ, mais que là, maintenant, ils allaient leur faire la guerre. Donc on voit à quel point cette guerre contre le terrorisme a été quand même totalement contre-productive. Donc ce que prouve cette histoire aussi, c'est que on a tout à gagner, notamment quand on veut lutter contre le vrai terrorisme, à traiter même les pires terroristes de la manière dont on traite tout le monde légalement, avec un certain sens de l'égalité devant la loi, en respectant le droit en fait. Et que finalement respecter le droit n'est pas un signe de faiblesse pour un état de droit, mais plutôt un signe de force. Le signe de faiblesse, c'est d'arrêter de respecter le droit et de différencier, de traiter différemment les uns et les autres. Eh bien, on peut dire que c'est une bonne conclusion, me semble-t-il, à moins que vous vouliez ajouter quelque chose, l'un ou l'autre. Donc, merci et bravo.